Ils sont près de 6000 à briguer l'un des 200 sièges qui seront remis en jeu le 22 octobre prochain. Ce sont les candidats aux élections au Conseil national, une élection qui a lieu en parallèle du premier tour de l'élection au Conseil des États. On renouvelle donc l'entier du Parlement, soit la Chambre basse et la Chambre haute. Et pour en parler, sont réunis autour de cette table 4 jeunes talents bourrés d'expérience de la politique régionale et qui plus est, ils sont tous candidats au Conseil national. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Nyon Région Télévision. Vous êtes bien, on va parler de politique pour une émission spéciale entièrement consacrée au fédéral 2023. Et bonjour à vous aussi, chers candidats. Nous avons Jennifer Giraud, vous êtes économiste, membre du Parti Vert libéral et vous venez de Gland. Nous avons aussi Alexandre Legrain, étudiant en lettres et membre du PLR, mais surtout municipal à Crassier, où vous habitez. Marco Carenza, vous êtes avocat et adhérent à l'UDC. Votre commune, c'est celle de Nyon. Et vous avez d'ailleurs été le président de son conseil communal par 2 fois, aussi originaire de Nyon, tout comme notre dernier invité, Pierre Patelli, partisan d'Ensemble à gauche. Et vous avez indiqué chômeur comme profession. C'est bien bizarre, on va y revenir plus tard. Et comme Marco Carenza, vous faites partie du conseil communal de la ville de Nyon. Pierre Patelli, on va commencer avec vous. Presque 6000 candidats, donc 33 candidats sont issus du district de Nyon. Et pourtant, parmi ces candidats, il n'y a que 2 candidats de gauche. Pourquoi la gauche déserte ces fédérales 2023 dans le district ? Principalement parce qu'on est quand même un district qui est plutôt à droite comme notre Parlement. Et historiquement, on a plutôt fait passer des gens de droite. Oui, mais il y a quand même des sections de gauche, du PS, il n'y a pas de candidat du Mais il y a un PS. certain centralisme dans la politique de manière générale vaudoise, où c'est souvent des candidats lausannois. Et nous, à Ensemble à gauche, on pense qu'il faut être présent dans tout le canton. Les élections se gagnent en campagne, et c'est pour ça qu'on doit être dans les districts moins centraux. Mais Nyon est le 2e plus gros district de la région. C'est un district central qui a une importance économique. Aussi. Donc c'est pour ça qu'on se bat ici, même si c'est majorité de droite. Il y a aussi une partie de la population qui vote à gauche, et c'est pour ça qu'on est présent dans ce district. Voilà, avec 2 candidats, donc vous-même et Marius Disran pour les Verts. Marco Carenza, vous êtes d'accord avec l'analyse de Pierre Patelli ? Oui, je peux tout à fait partager cette analyse. Maintenant, il faut aussi dire, si on prend la ville de Nyon, on a quand même un certain équilibre gauche-droite. Moi, je suis assez content de pouvoir porter les couleurs de la droite pour la ville de Nyon dans cette campagne qui a en tout cas bien commencé et qui s'annonce encore assez très motivante. Oui. Mais cette défection de la gauche dans les listes, Alexandre Legrain, qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que pour un district aussi important que le nôtre, c'est effectivement assez étonnant de ne pas avoir plus de candidats de la gauche, 2e district le plus habité du canton. Maintenant, il est vrai que les méthodes de désignation des candidats peuvent varier d'un parti à l'autre, ce qui explique ces différences-là. Mais je vous rassure, la gauche, on les voit quand même assez souvent sur le marché à Nyon, tout comme la droite dans le PLR et l'UDC. Jennifer Giraud, alors vous êtes au centre verte libérale. Comment vous voyez justement ces listes du district avec une très forte prédominance au centre et à droite et très peu de gens à gauche ? De notre côté, on sait que le district de Nyon, c'est très important. Après, comme disait Alexandre, c'est vrai que sur le marché, on voit quand même tous les partis être très représentés. Donc, on voit que même s'il y a peut-être moins de candidats dans le district, les sections se mobilisent quand même. Donc, c'est quand même important qu'on ait toute la population représentée à travers les partis. Après, c'est vrai que c'est quand même un district qui est majoritairement un peu plus à droite. On voit que les Verts libéraux, on est aussi content parce qu'on progresse aussi dans ce district, puis on est content de pouvoir porter après ces couleurs un peu plus du centre aussi dans le district. Oui, j'allais le dire, les Verts libéraux sont très peu représentés dans les législatifs et les exécutifs communaux, en tout cas des grandes communes du district. Pourtant, c'est un terreau fertile pour les Verts libéraux puisque vos listes sont passablement fournies. Comment vous expliquez cela ? Je pense qu'il y a une volonté un peu de progressisme, de changer un petit peu qu'on voit dans le district. On voit qu'on est quand même très représenté. C'est le district où il y a le plus de Verts libéraux aussi au Grand Conseil. On a 7 candidats sur la liste du district de Nyon pour le Conseil national. Donc je crois qu'il y a quand même une envie d'apporter quelque chose d'un peu différent par rapport à la balance gauche-droite qu'on voit habituellement, de proposer une solution un peu plus pragmatique et plus au centre. Allez, on va se pencher sur le Parlement et notamment avec cette première image qui est celle de la répartition des sièges. Alors vous pouvez la voir sur l'écran ici ou là encore. Donc, effectivement, c'est un Parlement qui est très à droite et ça vous plaît, Marco Carenza ?
L'UDC, Oui. c'est à peu près un quart des sièges, sauf erreur. Oui, on est dans ces proportions-là, plus ou moins. C'est clair que nous, UDC, sommes le premier parti du pays. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse aussi progresser en Suisse romande, où notre parti a été encore relativement jeune, on peut le dire. Il a encore de la place à se faire pour gagner des parts d'électorat. Et je pense qu'on a une carte à jouer, notamment dans les villes. En campagne, nous sommes très forts. Dans les villes, on a des thématiques sur lesquelles on peut parler, que ce soit sur la mobilité ou le pouvoir d'achat, les baisses d'impôts. Effectivement, c'est un district qui est très à droite, très PLR, très UDC. Et est-ce que ça reflète finalement les compositions des conseils communaux, ce Parlement national, Alexandre Legrain? Mais je pense que les thématiques entre le Parlement national et les communes et le canton ne sont pas les mêmes. Donc, inévitablement, on a aussi d'autres dynamiques. Dans les communes, les gens souvent votent pour des gens, pour leurs voisins, pour quelqu'un qu'ils connaissent. Évidemment, ça dépend encore de la taille de la commune et puis de si la commune est passée à la proportionnelle, donc élection avec des partis, des listes. Mais évidemment, au niveau fédéral, les thématiques ne sont pas du tout les mêmes. Et avant de voter pour des candidats, on vote pour des idéologies. Donc, le fait qu'on n'ait pas forcément l'exacte même représentation entre les conseils communaux de nos communes et le Parlement fédéral, je trouve ça totalement logique et explicable. Effectivement, on vote pour des idéologies, mais pourtant, le job, si je peux le dire, de conseiller national ou de conseiller communal, c'est le même. On légifère sur les lois, on légifère sur les référendums. Tiens, à Nyon, il y en a peut-être un qui va arriver. Bref, c'est le même boulot ou c'est pas du tout le même boulot? Qui veut répondre? Jennifer Giraud. Vous qui êtes un peu externe, je précise que vous êtes la seule autour de cette table à pas participer, soit du côté de l'exécutif, soit du législatif, à une assemblée communale. Non, effectivement. C'est vrai que du coup, j'ai un point de vue un peu plus externe. Après, le boulot, je pense qu'on peut dire qu'il n'est pas le même. Les préoccupations ne sont pas non plus les mêmes à un niveau communal qu'à un niveau national. Donc, on ne va pas agir exactement sur les mêmes sujets. Après, le travail est quand même, finalement, qu'on soit au niveau communal, cantonal ou national, il faut toujours avoir cette même passion de faire de la politique, d'être investi, de s'investir pour sa communauté, peu importe à quel échelon on le fait. Mais c'est sûr que les sujets qui sont abordés ne vont pas être les mêmes et on ne va pas les défendre de la même manière si on travaille pour un petit village ou si on travaille à l'échelon national. Voilà, en gros, au Parlement, on va parler LAMAL, et puis dans les exécutifs et les législatifs communaux, on va plutôt parler finalement de circulation, d'aménagement du territoire, etc. C'est la grande force de notre pays, puisque je rappelle pour nos téléspectateurs que la Suisse est décomposée sur 3 échelons politiques: national, cantonal et communal. Allez, on passe aux élus du district, puisqu'il s'agit donc d'élire 19 sièges pour le canton de Vaud. Pour l'instant, il y a 2 députés au Conseil national qui sont issus du district, l'inénarrable Olivier Feller et la verte libérale Céline Weber. Alors évidemment, Céline Weber, c'est quelqu'un qui est très peu connu à l'échelon régional, qui est arrivé en Vienne ensuite, suite au départ d'Isabelle Chevalet. Les Verts libéraux, quels sont vos plans pour Céline Weber? Est-ce que vous ne sentez pas peut-être un peu le vent tourner? Non, je ne pense pas. Céline est effectivement encore un peu moins connue que Olivier Feller, notamment parce qu'elle est entrée en cours de législature. Mais elle intervient très peu dans le débat régional. Olivier Feller, outre le fait qu'il a eu des associations professionnelles derrière lui, est beaucoup plus proactif, il prend position. Elle est quand même très présente, on l'entend beaucoup dans les médias, surtout récemment, elle a fait plusieurs initiatives au Conseil national, notamment sur tout ce qui était déchets alimentaires, enfin réduction de déchets alimentaires. Donc elle est quand même très présente dans les médias, mais c'est vrai plutôt un point de vue national que régional. C'est vrai que, niveau régional, elle était un peu moins présente politiquement, mais on la voit beaucoup, elle a beaucoup de projets en cours, donc on la soutient pleinement et on espère vraiment qu'elle soit réélue pour continuer tout le travail qu'elle a commencé, qui a beaucoup de valeur. Ok, donc si je vous entends bien, elle est connue aux 2 échelons supérieurs de l'échelon communal, mais il y a tout de même une stratégie des Verts libéraux, puisque comme je le disais, c'est aussi le premier tour à l'élection au Conseil des États, et là, le Parti Vert libéral propose Céline Weber. Oui, tout à fait. Maintenant, le but, c'est aussi de montrer qu'on peut proposer, en tant que Verts libéraux, une vraie solution aussi au Conseil des États. On n'est plus un petit parti comme on l'a été, on est... Oui, mais là je m'excuse, je vous interromps, ça fait quand même un peu, il faut sauver le soldat Céline Weber, on la présente au Conseil des États, on la présente au national. Le but, c'est de sauver quoi? Son siège au national ou vraiment de la présenter au Conseil des États? Non, on aimerait vraiment proposer une vraie solution. Évidemment,
garder son siège au national, c'est le but. Mais si elle peut être aux États, c'est encore mieux parce qu'on voit face à elle les autres candidats qui me proposent quand même une représentation très masculine et un peu plus ancienne de la politique, si on peut dire. Donc Céline est une vraie alternative et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent ne pas se sentir représentés dans les candidats qu'on a et qui peuvent être représentés par Céline. Mais moi, je pense qu'il faut quand même dire plus ou moins la vérité sur ces choses-là. C'est que on sait très bien, pas très bien, mais la politique, c'est jamais sûr, c'est pas une science exacte. Bourlis et Maillard ont d'énormes chances de passer. Bah oui, dans des élections, des dinosaures, des gens qui ont été dans des conseillers d'État. élections, de manière générale, on présente des gens dans les exécutifs, même si on n'a pas des chances de gagner, pour la visibilité, parce que le système médiatique, le système politique est fait de sorte qu'on donne plus la parole aux gens qui se présentent dans des exécutifs. Voilà, nous, on présente aussi des candidats. On sait, on ne veut pas aller au Conseil d'État. On n'a aucune chance d'aller au Conseil d'État. Notre objectif, c'est le Conseil national. On sait qu'on peut le gagner. Pour ça, on envoie nos candidats au Conseil Ensemble à d'État. gauche, vraiment, vous pouvez gagner des places au Conseil national. On était à 8 ans de bulletin de passer aux dernières élections. On a grandi sur Vevey. On a 2 municipaux. On a un groupe qui s'est créé Verdon. À Lausanne, on est présent. Au Grand Conseil, on a augmenté notre représentation. Et ce siège est atteignable et on va l'atteindre, à mon avis. Mais peut-être pas moi, parce que c'est pas mon... Je ne suis pas haut dans la liste, à part si tout le district vote pour moi. Et là, je passerai premier. Ensemble à gauche, mais si vous voulez que Pierre Patellier pour cette liste. Et je pense qu'on peut accéder au Conseil national. Et que voilà, on a tous des stratégies politiques un peu différentes sur comment on fait, comment on se met en place. Mais il faut être honnête avec les gens. Et il y a des fois, on a plus de chance, des fois, on en a moins de chance. Marco Carenza, vous êtes d'accord avec ça? Alexandre Legrain, vous êtes d'accord? Ensemble à gauche a vraiment une chance d'accéder, d'avoir un siège au Conseil national? Dans tous les cas, je pense que c'est important que même au niveau national, on ait vraiment tout le spectre politique qui soit présent. Et quelque part, si Ensemble à gauche parvient à ravir un siège au Parti socialiste, bien entendu, ça me réjouira énormément. Mais de manière plus sérieuse, je pense que c'est effectivement bien. On voit dans certains cantons, la Suisse alémanique, on a même des listes ce qu'on appelle les personnes anti-mesures Covid qui ont présenté des listes. C'est très bien. Et ce serait même bien que quelques-unes de ces personnes soient élues. Pas parce qu'on adhère forcément à leurs idées, mais parce que c'est important, je pense, pour la bonne santé du débat politique, qu'on ait vraiment la représentation la plus large possible dans notre Parlement, qui est construit pour qu'on ait vraiment un éclatement des partis. Et tout est fait pour forcer les partis à s'entendre. Et c'est ça qui, à mon avis, est tout à fait sain. Donc, si Ensemble à gauche a son siège, ça me réjouira si l'UDC en gagne un peu plus. Ah voilà, ouais, c'est ça, surtout. Alors, effectivement, Pierre Patellier nous a dit, alors moi, j'ai aucune chance, en gros, sauf si tout le district vote pour moi. Est-ce que vous avez des chances d'être élu ou est-ce que, pardonnez-moi l'expression, vous êtes des porteurs d'eau, c'est-à-dire des gens qui sont connus, qui ont des petits réseaux et qui ramènent des voix par-ci, par-là pour faire gagner et progresser sa liste? Alexandre Legrain. Je crois qu'il faut être honnête, surtout, voilà, moi je suis candidat sur la liste des jeunes libéraux radicaux vaudois, on présente 3 listes, c'est à mon sens assez clair que je ne serai pas élu, même si je fais évidemment tout pour, même si je vais sur les stands, même si je m'engage à 100%, là je suis plutôt candidat évidemment pour défendre les valeurs de mon parti, les valeurs libérales radicales, mais aussi pour rencontrer les gens, pour m'investir dans une campagne. Ça apporte aussi de l'expérience en tant que candidat. Ça permet de mieux connaître les gens de son parti. Donc voilà, il y a de multiples raisons qui font qu'on se lance quand même dans la course au Conseil national, malgré le fait qu'on a, il faut être honnête, relativement peu de chances d'être élu. Jennifer Giraud, ramener des voix, se faire connaître, vous sautez directement à l'élection au Conseil national sans être passé par la case législative communale. Est-ce que la marche n'est pas un peu haute? Quel est votre job? Quel est votre rôle dans les plans du parti? Oui, effectivement, on est tous d'accord, je pense, sur ce plateau, que nos chances sont faibles. Je suis également candidate sur une liste jeune, donc je suis aussi là pour aider, créer mon réseau et me faire connaître. Donc, la marche est peut-être haute, oui ou non, ça, on peut en débattre. Finalement, le travail n'est pas exactement le même, donc on pourrait commencer à l'échelon national. Mais là, pour le moment, mon but, c'est plutôt de me faire connaître, de créer un réseau, de développer beaucoup d'expérience pour ensuite créer pour le futur plus de chances d'être élu et de vraiment pouvoir participer activement. Le réseau, c'est important. En politique, c'est même essentiel et c'est très difficile de dépasser souvent les frontières de sa région, de sa commune, voire de son canton. Marco Carenza, vous-même, est-ce que vous avez des liens en tant qu'UDC avec l'autre extrémité du pays, par exemple l'UDC zurichoise ou l'UDC bernoise, par exemple? Bon, j'ai quelques connaissances dans ces partis, mais après, c'est vrai que vous avez raison. Surtout quand on est encore jeune ou nouveau candidat, peut-être
on doit quelque part se concentrer tout d'abord sur sa ville, sa région, pour bien consolider vous l'avez dit, son réseau. Ça peut aussi être utile dans le cadre d'élections locales, parce que finalement, vous avez montré que vous étiez là, que vous aviez des idées. Et même quand on est jeune candidat, il ne faut pas juste se dire « Ah, mais je suis porteur d'eau », il faut aussi porter ses idées assez fièrement, car tout ce qu'on fait là, on construit petit à petit peut-être une élection dans, je ne sais pas, 4, 8 ans. Donc, il faut aussi garder ça à l'esprit. Comme je l'ai dit, vous êtes jeunes en politique, entre guillemets, vous avez tous au maximum 32 ans, sauf erreur. Est-ce que quand on a ces âges-là, on est sur la ligne de son parti? Est-ce que tout nous plaît dans la ligne nationale du parti? Alors évidemment, je vais faire un petit tour de table parce que vous avez tous quelque chose à dire. On commence peut-être par Ensemble à gauche. Est-ce que, évidemment, tout le monde est d'accord? Ensemble à gauche, c'est la franche camaraderie, personne ne se tire dans les pattes entre les factions, et on s'entend bien, on est content. Alors, on s'entend bien, on est content, oui. Après, nous, on se bat pour des idées. Et puis, dans la vie, en fait, les exploits individuels, les carrières personnelles, ça n'a jamais marché à gauche, à l'extrême gauche en tout cas. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui se passe dans la société. On commence à se marcher un peu sur la tête. On a des rentes qui permettent plus de payer. Oui, mais sur la ligne du parti, est-ce que vous êtes d'accord à 100% avec votre parti? Le parti. À 100%, j'ai dit. Le parti, en tout cas chez nous, il n'y a pas de campagne personnelle, on n'a pas 100 000 francs pour ta propre bobine. C'est qu'on fait partie d'une équipe et qu'on doit, à l'intérieur de cette équipe-là, on débat, on a des votes, on a des oppositions, mais après, on doit montrer un visage uni vers l'extérieur parce qu'il y a un espace démocratique de débat. Et après, il y a un espace où on se représente et en fait, on doit passer derrière notre parti. C'est important, c'est qu'on passe derrière les idées. Quelle belle langue de bois, quand même. Mais non, moi, je dis s'il y a un débat à l'intérieur, c'est qu'on n'est pas d'accord. La question, c'était est-ce que vous êtes d'accord avec l'entier des lignes directrices de votre parti? Et là, vous n'avez pas du tout répondu. J'ai dit il y a des débats. Tourné autour du pot. J'ai dit il y a des débats, donc c'est dire qu'on n'est pas toujours d'accord. Ah, voilà. Marco Carnza, vous êtes d'accord avec la ligne dure de l'UDC? Cette dernière campagne sur l'immigration, elle vous convainc? Vous êtes prêt à porter ce message au sein d'une ville, d'une commune comme celle de Nyon? Non, sur le fond, j'ai toujours été d'accord. Maintenant, c'est clair que sur la forme, à un moment donné, il faut être aussi clair qu'on ne peut pas toujours, on va dire, taper en disant « Ah, mais le problème, c'est les étrangers ». Le vrai problème, c'est qu'on a un système qui pousse à une immigration de masse, mais c'est plutôt l'institution, le système qu'il faut réformer. Donc, c'est vrai que sur certains éléments de langage, je me distancie assez clairement de peut-être ce que fait le chef marketing à Zurich. Il y a aussi des questions de santé où il m'arrive d'être quand même un peu plus, peut-être, on va dire, à gauche, comme d'ailleurs pas mal d'électeurs de l'UDC, sur les questions d'assurance maladie. On a vu que le système tel qu'on l'a pensé, avec une pseudo-concurrence d'assureurs, il ne fonctionne pas. Et je pense que ici, on doit vraiment dépasser le clivage partisan, parce que le problème, il est juste urgent. On l'a vu encore hier avec les augmentations annoncées. Près de 10%. Typiquement, oui, ça fait partie de choses sur lesquelles on ne peut pas toujours être d'accord avec son parti, et c'est même ça d'ailleurs. Il faut se démarquer, pas juste pour s'illustrer, mais parce que autrement on n'aura pas de consensus. On apprend que Marco Carnza est à gauche. Alors pour le PLR, qui avait participé à cette construction, notamment de la Suisse, et puis qui est certainement très partie prenante dans cette hausse d'assurance, c'est beaucoup plus facile. On dit 2 PLR, 3 avis. Vous-même, vous êtes sur le 3e avis, le premier ou le 2e? Alors, non, je pense qu'au niveau du PLR, on a effectivement, on est un parti assez large, disons, comme d'autres partis, comme l'UDC, comme le PS, et je pense que plus le parti est large, plus il regroupe de membres, plus on a d'opinions différentes, plus on a un spectre qui est grand. Donc, inévitablement, on se retrouve avec des avis divergents. Mais je pense, et je rebondis sur ce que disait Marco, c'est essentiel, ça donne une richesse énorme au parti, lors des congrès, lors des assemblées, mais aussi même lors des assemblées, des sections, d'avoir des gens qui sont pas d'accord entre eux pour au final arriver quand même à se fixer sur une ligne, à se fixer sur une décision. Alors, des fois, on gagne, des fois, on perd. Moi, j'étais à titre personnel, pour prendre cet exemple, tout à fait favorable au congé paternité. Alors, j'étais outré de voir la décision de l'Assemblée générale des délégués
du PLR suisse décidé de voter contre le congé paternité. Et chaque parti a ses enjeux. Au PLR, on a quand même aussi un enjeu de génération. On a les anciens radicaux. Ah, il y a trois partis, voilà. c'est ce que je Il y disais, a c'est pas pour rien. Les libéraux, les radicaux et les vrais PLR, Voilà. vous êtes un vrai PLR, ça, j'en suis sûr. Vous défendez toujours les patrons, par contre. Jennifer Giraud, on dit que la clé de ces élections, elle sera au centre, notamment chez les Verts libéraux qui progressent. Quel est votre sentiment là-dessus? On espère que ce soit le cas. On espère continuer à progresser. Effectivement, on a beaucoup progressé dans le canton ces dernières années, donc on espère continuer à progresser au niveau cantonal et national aussi. Donc oui, non, je pense que la clé va se jouer là. Et c'est vrai qu'on a souvent un rôle de pivot entre la gauche et la droite. Et on espère continuer à pouvoir jouer ce rôle et même l'influencer encore plus. Allez, on va parler un petit peu de vos campagnes respectives parce que finalement, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Effectivement, je vous l'ai dit en coulisses et je le redis face caméra, la politique, c'est un sport qui concerne des gens passionnés. On choisit la politique comme on pourrait choisir le foot, le volley, le hockey. Et puis ensuite, en fonction de ses affinités, on choisit son club et à travers son club, on fait passer des messages. Vous battez le pavé, vous avez une présence numérique, il y a énormément de nouveaux canaux qu'il faut maîtriser, mais tout en conservant le b.a.-ba, c'est-à-dire battre le pavé, aller distribuer café, croissants, pommes, poires, chèvres et choux presque au marché le dimanche. Marco Carenza, par exemple, on va voir à l'image, vous avez vous-même créé une chaîne YouTube. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les candidats. Alors, on ne va pas passer tout votre clip, je vous rassure. Pourquoi on ne va pas tout le passer? Tout simplement parce qu'il faut que je respecte un sentiment de neutralité et d'équité. Je ne suis pas partisan, personnellement. Néanmoins, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment fonctionne une chaîne YouTube d'un candidat personnel à l'intérieur d'un parti. Est-ce qu'on vous le demande? Est-ce qu'on vous l'impose? Est-ce qu'on vous cadre les conditions? Est-ce qu'on vous écrit votre discours? Alors ça fait partie typiquement de ma campagne personnelle. Donc c'est le cadre de liberté que j'ai au-delà de la campagne officielle du parti. Je trouvais important de pouvoir mettre, on va dire, ou d'exprimer mes idées sur un support vidéo. Parce que c'est vrai que parfois, quand on publie des courriers de lecteurs ou simplement des posts sur Facebook, ça n'intéresse pas toujours fondamentalement les gens. Et quand vous faites des photos sur vous, sur le stand en train de distribuer du chocolat, c'est bien, mais vous n'avez pas dit aux gens comment vous allez essayer de résoudre, en toute modestie, leurs difficultés. Mais donc c'est vous qui avez pris la décision de créer cette chaîne, de mettre en place ces interviews? Tout à fait. Ok, d'accord. Est-ce que vous êtes guidé par le parti? Alors là, pour le coup, non, j'ai pas de script qui vient de Zurich, ni de Berne, ni de Lausanne. C'est avec un comité de campagne qu'on a rédigé ces scripts, une trame plutôt, et ensuite on a un format d'interview pour que ce soit, on essaie de faire que ce soit naturel. Ça l'est en tout cas à 99%. Jennifer Giraud, Pierre Patelli, Alexandre Legrain, vous aussi, vous avez des chaînes YouTube, vous aussi, vous battez campagne sur le pavé numérique. Oui, mais bon, comme d'abord, nous, on est plutôt dans ce format collectif, donc notre objectif, c'est aussi d'avoir... Donc une vidéo collective pour vous? C'est une vidéo d'autres personnes, c'est pas moi qui fais ma vidéo pour moi, je fais la vidéo pour les autres, des autres interventions, des autres choses, où on essaye d'avoir une ligne... vraie démarche participative. Et aussi, après, il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, à cause de ces algorithmes, font que c'est toujours des gens qui sont proches de vous. Après, par exemple, demain, on organise une conférence sur les retraites à Nyon. Faire campagne, c'est aussi essayer de créer du lien entre les gens, d'aller voir les associations, voir ces choses-là. Et en fait, il faut d'un côté avoir quelque chose de terrain, se lever à 6h du matin et distribuer à la gare. C'est pas plaisant et les yeux qui piquent. Mais après, le numérique, c'est plutôt pour encourager les gens proches de nous à aller voter parce qu'on sait que l'objectif des élections, la difficulté des élections, il y a 80% des gens en Suisse qui votent, c'est que les gens qui sont proches de vous à y voter. Et les réseaux sociaux ont plutôt cette fonction-là d'être vos cercles proches et de leur rappeler que vous êtes là, qu'il faut aller voter et que c'est important. Il y a aussi quelque chose qui marche très très bien, notamment du côté des PLR. On est inondé de photos, de ces repas de soutien où tout le monde se réunit, tout le monde a l'air copain, c'est vrai. Pendant les repas de soutien, en tout cas, oui, tout à fait. Non, effectivement, on fait beaucoup de repas de soutien, d'événements. Il faut de nouveau rappeler que le PLR est un parti qui, en tout cas dans le canton de Vaud, a beaucoup de membres et une présence assez forte. Donc, inévitablement, on se retrouve avec énormément d'événements. On a un calendrier des événements organisés par chaque section et chaque arrondissement. Il est long comme le bras. C'est vraiment, on peut remplir son agenda pendant 6 mois sans discontinuer du matin au soir, rien qu'avec ces événements. Et durant ces événements, c'est vraiment aussi l'occasion d'aller rencontrer des PLR
personnes à l'autre bout du canton qu'on ne verrait pas forcément dans un autre cadre. Donc, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on s'engage dans ces campagnes-là. Mais Jennifer Giraud, est-ce que des fois, on va voir ce qui se passe chez les petits copains, c'est-à-dire dans les autres partis, est-ce qu'on est invité à des repas de soutien, par exemple le PLR? Alors moi, à titre personnel, non, mais je sais que certains membres des Verts libéraux ont participé à d'autres repas de soutien. Et enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Enfin, il n'y a pas d'interdiction. Les gens sont libres d'aller où ils veulent. Après, chacun aussi fait. C'est normal de créer des contacts. On en a besoin parce qu'au final, une fois qu'on est élu, on va travailler tous ensemble. On va pas travailler que à l'intérieur de son parti. On a besoin de travailler avec d'autres. Mais c'est vrai que, voilà, on essaie quand même de se montrer. On sait que c'est pas forcément dans ces endroits-là qu'on va gagner des nouvelles voix, mais c'est important d'avoir des contacts et ensuite d'aller se montrer à d'autres endroits pour rencontrer la population. Au-delà de ça, évidemment, si vous êtes candidat, si vous battez le pavé, si vous vous levez à 6 h du matin pour aller justement distribuer des chocolatines ou des pains au chocolat, ça dépend de quel côté de l'échiquier politique vous vous trouvez, c'est parce que vous voulez accéder au Conseil national. Pourquoi ? Pour l'argent, évidemment. Il y a eu un article dans le Blick qui est sorti et qui relatait un petit peu tout ce que les conseillers pouvaient gagner. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On le voit ici. Hein. Ah non, alors ça, c'est les budgets de campagne. On va y arriver. Mais voici ce que gagnent les élus fédéraux. Voilà, le Blick aime bien parler de ça. Nous, ça nous intéresse. Alors, je vous fais le décompte. Salaire, 26 000 francs par an. Jetons de présence jusqu'à presque 50 000 francs. Prévoyance vieillesse, il y a quand même 13 000 francs à aller chercher. Il y a aussi 33 000 francs pour un collaborateur personnel. Le must, c'est d'avoir l'AG gratuit à 6 300 francs par an. Les repas, on peut facturer jusqu'à 11 740 francs. Les nuitées, jusqu'à plus de 10 000 francs. Il y a aussi des allocations familiales qui sont prévues, des extras, etc., etc. Au total, si on fait des petits calculs, on pourrait avoir presque 137 000 francs par an. Alors, ça motive ou ça motive pas? C'est la finalité, le Conseil national. Je crois que si vous voulez gagner de l'argent, faut pas faire de la politique. Vraiment, il faut laisser tomber. Vous en perdez. Disons que là, vraiment, c'est pas l'objectif. Non, c'est pas l'objectif de gagner un siège dans un conseil d'administration pour un PLR. Oui. Non, alors vraiment pas. Non. Non, mais je suis désolé, il y a des gens. Bon, ça l'a dit à gauche pour y gagner des sièges dans les ONG, et comme on le sait, certaines ont les poches bien Par garnies. exemple, Stéphanie Precioso, qui est députée Ensemble à gauche au Conseil national, elle n'a pas d'autre entrée. Là, vous mettez 33 000 francs pour un assistant parlementaire, vous le payez, vos frais médicaux, vous les payez. Si vous faites de la politique en Suisse, c'est clair que si vous rentrez dans un conseil, par exemple, d'une assurance maladie, d'une banque, ou ce genre de choses-là, il y a un retour sur investissement. Maintenant, même le Parti socialiste commence à le faire. Hein, on voit la BCV dans différentes instances. Mais ce n'est pas l'objectif. Nous, on vient pour défendre des idées, et on a beaucoup parlé des individus, mais là, il y a un problème. Les gens ont de la peine à finir leur fin de mois. On voit ces chiffres scandaleux. On voit combien dépense le PLR. Là, vous parlez d'Olivier Feller. Alors, on va y venir sur les budgets de campagne, parce qu'on est sur ce qu'on gagne. Mais néanmoins, c'est quand même pas un moteur de... Parce que, quelque part là, vous êtes tous, on va le dire, hein, à l'échelon vraiment de miliciens. Quand on est conseiller national, on est un politicien professionnel. Jennifer Giraud, quel est votre regard ? Je pense que vraiment, c'est pas pour l'argent qu'on fait ça, parce qu'au final, là, on voit ce qu'ils touchent, mais on voit pas ce qu'ils doivent reverser. On sait que la plupart des... Je peux pas parler pour tous les partis, je ne connais pas exactement tous les partis, mais la plupart des politiciens reversent ensuite à leur parti pour financer les prochaines campagnes. C'est comme des montants très importants. Ça peut aller jusqu'à 50%, hein, sauf erreur, des montants. 75% ensemble à gauche. Chez vous, voilà. Donc, il y a quand même des montants très importants qui figurent pas dans ces chiffres. Donc, en fait, ce que les politiciens, enfin, ce que les élus touchent vraiment à la fin, c'est pas du tout les chiffres que vous venez de dire. Donc, c'est vraiment pas le moteur qui fait que c'est pas comme ça qu'on va devenir riche. C'est pas ça qui... Et la charge de travail, elle est aussi très importante. On reste un milicien, hein, Marco Carenza. Dans l'idéal, si on se porte candidat au Conseil national, il faut quand même garder en l'esprit... Il faudrait arriver au Conseil national si on y arrive avec l'esprit du conseiller communal, où finalement vous êtes là en tant que politicien de milice. Quand vous votez ou vous ne votez pas quelque chose, les conséquences, vous les voyez très vite. C'est comme dans votre ville. Tout le monde s'observe, les chefs de groupe sont derrière. Absolument. Et il faudrait avoir le même esprit au niveau national, garder une certaine quand même indépendance par rapport à ce qu'on fait. Et là, je ne cite pas forcément en exemple mon parti, ni d'autres partis d'ailleurs. Hein. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire que si on y va, ce sera aussi pour défendre nos idées de manière la plus indépendante possible, en essayant de trouver des compromis. Et bon, là, vous parlez de la rémunération qui, personnellement, me semble assez correcte par rapport à d'autres parlements dans d'autres pays. Parce que d'une part, il faut quand même laisser aux personnes qui font... une indépendance financière.
C'est ça. Il y a ça, d'une part. Faut aussi quand même rémunérer ce travail qui, finalement, la politique n'est pas une méritocratie. Hein. C'est pas parce que vous avez bien travaillé pendant 4 ans que les gens vous réélisent forcément. Donc, il faut aussi tenir compte de ce risque-là et du temps que prennent les gens pour s'engager au niveau national. Et oui, tout travail mérite salaire, mais avant de percevoir un salaire, il y a évidemment ce qu'on investit dans une campagne. Alors, 70 conseillers nationaux ont accepté de dévoiler les chiffres qui sont dévolus à ces campagnes. Alors, on voit ici, dans le district, on parlait d'Olivier Feller, 110 000 francs de budget campagne. Donc, il faut quand même, j'allais dire, oser parler d'argent, oser dire combien on met dans une campagne. Honneur à lui, honneur à tous ces gens qui l'ont fait, finalement. Vous-même, est-ce que... Pas le choix. Comment ça se passe? Quels sont vos investissements dans ces campagnes? Et là, c'est intéressant. Alors, très rapidement, on va faire un petit tour de plateau. On commence par Jennifer Giraud. Vous-même, votre budget de campagne, il est de combien et qui le paye? Moi, le mien est assez limité. Je suis sur une liste jeune et donc j'ai la chance, chez les Verts libéraux, les listes adultes, si on va dire ça comme ça, finance aussi la liste jeune. Donc, mon budget est limité. J'ai un budget de 500 francs pour la campagne que je paye personnellement. 110 000 francs Donc, c'est vraiment rien. On comprend pourquoi il se fait élire. Effectivement. Après, l'investissement, pour moi, il est beaucoup plus au niveau du temps qu'au niveau financier. D'accord. Marco Carenza, comment ça se passe à l'UDC? C'est vous qui sortez l'argent de votre poche ou il y a un pot commun? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a 2 choses. Il y a d'une part le budget du parti cantonal, que je n'ai plus tout à fait en tête, qui est dévolu à la campagne des 19 candidats et des candidats des 2 autres listes. Après, il y a la campagne personnelle. Moi, je pense que là, le budget, il est estimé à environ 6 000 francs pour la campagne personnelle, qui est composée d'une part de fonds propres, hein, on ne va pas se mentir, et d'autre part de quelques dons. Alexandre Legrain, parti, le PLR, parti des banques, des institutions. Alors là, j'imagine... 0 francs, me concernant 0 francs. J'ai payé ma contribution au parti de 200 francs, hein, donc les jeunes PLR. J'ai reçu quelques éléments. Voilà, un pins notamment, c'est pour ça que je le mets. Non, ouais. Quand même, je l'ai payé. 200 francs le pins? Non, quand même pas. Il y a aussi des affiches, voilà, quelques matériels, mais voilà, c'est l'essentiel de ce qu'on a reçu, de ce qu'on a payé. Moi, ce que je veux dire aussi, c'est que, disons qu'au niveau de ces campagnes, si vous voulez être visible, c'est clair qu'il faut un certain financement. Et avec la nouvelle loi sur la transparence du financement des partis politiques, vous avez des choses qui sont comptées comme revenus, qui sont, disons, qui m'interrogent. Par exemple, vous faites venir un ami qui est serveur de profession pour donner un coup de main de votre repas de soutien, vous devez compter ses heures et les indiquer comme charge et comme revenu. Donc, ça vous gonfle votre budget. Il y a aussi ces problématiques avec cette loi sur la transparence du financement des partis politiques qui est extrêmement complexe. On en a eu une présentation avec le PLR. C'est très, très complexe. Il faut vraiment se faire aider parce que les subtilités sont très nombreuses et on peut se retrouver avec des budgets très gonflés très, très vite. Pierre Patelet, est-ce que vous aussi, vous faites appel à un ami pour financer votre parti? Est-ce que c'est le 50-50? Est-ce que tout le monde y va en apportant ce qu'il a chez lui? C'est un budget cantonal pour tout le monde, c'est le même, il n'y a pas de campagne individuelle, l'argent c'est les cotisations et les rétrocessions, et il y a quelques dons d'individus, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de lobby économique qui nous soutiennent. Et après, je trouve assez bizarre de dire que la loi sur la transparence est trop compliquée. Quand vous faites de l'évasion fiscale et vos amis font de l'évasion fiscale, ça, c'est pas du tout compliqué, c'est assez facile à faire. Et il faut dire les choses. Pourquoi on met de l'argent en politique? Pourquoi les entrepreneurs... Même à gauche, on connaît ça. Pourquoi 12 millions, ils ont investi le PLR. Pourquoi des entrepreneurs investiraient 12 millions dans quelque chose s'il n'y a pas un retour sur investissement? C'est qu'il y a un retour alors sur vous investissez combien alors à gauche de la gauche? On a investi pour cette campagne 50 000 parce qu'on veut se faire élire. Quand on se fait élire, on a des rétrocessions et après, on peut faire avancer les causes qu'on met en avant. Et c'est le moyen le plus sain de se faire financer, c'est par un vote démocratique. Et on pense que c'est le meilleur moyen d'être financé, c'est en faisant de la politique et en représentant les avis du peuple. Et ben voilà, le vote démocratique, on y arrive parce que ces élections, il y a quand même un petit mode d'emploi à donner. Hein, pour le Conseil national, donc il y a 19 sièges à prendre et pour remplir les listes, il y a plusieurs faits qui entrent en ligne de compte parce que c'est d'abord une élection partisane et puis ensuite une élection de personnalité. Alors, par exemple, si je reprends la liste de ces 33 candidats, on voit que, par exemple, chez le PLR, il y a les jeunes libéraux radicaux, il y a sauf erreur PLR, les radicaux, c'est la liste de base, et puis il y a énergie libérale. Alors, pourquoi cette multiplication des listes? Qu'est-ce que ça sert? Finalement, est-ce qu'on ne trompe pas le consommateur?
Non, écoutez, l'électeur, il a le choix de voter pour qui il souhaite. Une fois Mais qu'il pourquoi reçoit ces son listes enveloppe. alors? Parce que ces listes, elles permettent de présenter un certain nombre de candidats qui ont aussi des profils différents, qui permettent aussi à la population de se retrouver dans une liste plutôt qu'une autre. Et puis à la fin, disons qu'avec les apparentements, vous arrivez à maintenir ou obtenir davantage de sièges. Je pense que plus le choix est vaste pour la population, mieux c'est. Oui, mais au final, c'est le même parti, Marco Carranza, vous n'êtes pas d'accord? Alors, UDC, il y a très peu de listes, sauf erreur. Il y en a deux, Trois. UDC Libre On en a 3 trois. aussi. Oui. UDC Liberté et Mobilité, Exact. UDC Vaud et Jeunes UDC, c'est ça, hein. Je pense pas qu'on trompe qui que ce soit. En fait, on présente justement un panel de candidats extrêmement large. Ça permet aussi à des personnalités dans le parti qui ne voulaient peut-être pas s'engager sur la première liste de quand même pouvoir s'engager, de contribuer et d'avoir aussi, on va dire, un certain retour on va dire, en termes d'image parce que vous allez pouvoir faire campagne avec les autres, vous aurez peut-être moins à faire que les candidats de la liste principale. Mais vous allez attirer voilà, votre réseau, typiquement. Donc, non, je pense que c'est assez bien de pouvoir présenter un nombre de listes important. Il ne faut pas exagérer non plus. Je sais que dans certains cantons, il y a parfois 7 listes pour un seul et même parti, où là, on peut se poser la question. Vous percez cher. Voilà. Mais 2, 3 listes, c'est bien parce que vous permettez d'avoir quand même un panel assez large de personnalités. Jennifer Giraud, ça vous permet d'aller chercher ces petits pourcents qui permettent une belle élection? Oui, chaque personne sur les listes permet d'attirer un nouveau réseau. Donc, c'est vrai que plus on a de personnes sur nos listes, plus on a de chances d'attirer les suffrages. Et puis, par exemple, les listes jeunes sont aussi très importantes. Ça permet d'attirer un public qui est peut-être moins intéressé en politique, de montrer que c'est pas réservé à une certaine tranche d'âge, qu'on peut être investi en politique dès qu'on a l'âge de voter. Donc, c'est aussi important de représenter toute la population et toutes les catégories d'âge. Voilà, ils vous ont convaincu. Je vous avais dit, ils étaient bourrés de talent. Et moi, personnellement, si je devais faire une liste... Ah oui, Pierre Patelli, on vous a oublié. J'allais lancer, mais je pas vous de ai souci. oublié. Mais moi, je pourrais juste revenir sur les apparentements et sous-apparentements. Oui, Et ce qui est important, c'est qu'il y a des apparentements entre les listes, par exemple, de gauche, où si vous votez pour une de ces listes, votre voix va rester, en fait, dans l'ensemble de la gauche. À droite, ils ont aussi certaines alliances. Mais ce qui permet à faire que si, par exemple, prenons le cas, le POP ne passe pas, et bien en fait, les voix du POP pourraient venir pour aider Ensemble à gauche ou pour aider les Verts et les socialistes. Donc, il y a un système aussi qui fait qu'entre partis, on a des alliances plus fortes, plus larges, qui nous permettent de ne pas perdre les voix. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs listes et voter en pleine conscience. Et voilà. Maintenant, je peux enfin lancer mon intro. Comme je vous l'ai dit, vous avez vu, ils sont jeunes, mais ils ont de l'expérience, ils ont des choses à dire. Et si moi, je devais faire une liste à 4, eh bien, je vous choisirais les 4. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. On l'a noté. Hein. Une liste qui va de la gauche à la droite de la droite, en passant par le centre, l'innovation, les nouvelles technologies et bien sûr au centre l'humain, la passion. Engagez-vous, rejoignez ces jeunes, rejoignez ces partis puisque la politique a besoin de vous et si vous ne vous y intéressez pas, ce sera elle qui s'intéressera à vous. Voilà, c'était l'émission spéciale de New Région Télévision sur les élections fédérales. Je vous donne un rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission qui parle de politique. À bientôt.